Dans la quiétude d'une matinée d'été à Bellevue Gardens, un quartier où l'opulence se murmurait derrière de hautes haies impeccablement taillées, une jeune femme de chambre noire, élevant seule son jeune frère, fut publiquement humiliée par une riche notable. Ce que cette dernière ignorait, c'est que son acte de cruauté avait un témoin silencieux, un magnat de l'hôtellerie. Plus tard, certaine de son impunité, elle répandit d'ignobles mensonges sur la jeune femme via un blog, sans se douter que le destin allait lui faire payer sa méchanceté. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous serions ravis de lire vos réflexions. Il était à peine 6 heures du matin. Le soleil d'été de Bellevue Gardens hésitait encore à franchir les toits d'ardoise. Le quartier résidentiel s'éveillait dans un souffle léger. Les systèmes d'arrosage automatique chuchotaient sur les pelouses méticuleusement entretenues. Au loin, un chien aboya nonchalamment, et le vieux même. Martin balayait les aiguilles de pin de son allée, un rituel immuable depuis 40 ans. Tout n'était que calme, ordre et sérénité. Léa Dubois ajusta la lanière de son sac en toile usée et quitta le trottoir fissuré. Le frottement de ses chaussures sur le béton était à peine audible. Elle marchait d'un pas décidé, malgré son uniforme délavé et la sensation d'avoir des semelles fines comme du papier. Son regard, fatigué mais empreint d'une détermination silencieuse, se posa un instant sur la boîte à lunch de son petit frère, Léo, qui dépassait de son sac. Elle l'avait préparé à 5 heures, alors qu'il dormait encore profondément, blotti dans le vieux lit qu'ils partageaient dans leur modeste 2 pièces. C'était son service du matin au Grand Céleste, l'hôtel où les riches séjournaient sans jamais remarquer ceux qui effaçaient leurs traces. Mais Léa aimait cet anonymat. La plupart du temps, c'était plus simple ainsi. Alors qu'elle passait devant le chemin menant aux villas les plus opulentes, elle le sentit avant de le voir. Un jet d'eau glacial et violent la frappa de plein fouet sur le côté. Elle sursauta, eut un hoquet de surprise et recula d'un pas. L'eau l'avait aspergée, trempant ses cheveux, son uniforme et son sac désormais alourdi. Elle leva des yeux incrédules, clignant à travers les gouttes qui perlaient sur ses cils. Solange de Villiers se tenait au bord de sa pelouse parfaite, ses mains gantées de jardinage serrant encore le tuyau d'arrosage vert. L'eau continuait de siffler en s'écrasant sur le béton, formant une flaque qui s'écoulait vers le caniveau. Solange ne scia pas. Au contraire, un sourire en coin se dessina sur ses lèvres et elle donna un dernier petit coup sur le tuyau, comme pour la forme. « Vous devriez faire attention où vous mettez les pieds, dit-elle, la voix aussi lisse et froide qu'un glaçon dans un verre de cristal. Certaines allées ne sont pas faites pour n'importe qui. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux, dissimulés derrière des lunettes de soleil de marque, trop grandes pour une heure si matinale. D'un regard méprisant, elle tourna les talons et disparut derrière une porte en chêne blanc. Léa resta là, trempée et abasourdie, tandis que le soleil commençait à percer à travers les arbres. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle serra plus fort son sac, sentant l'eau imbiber la dernière serviette en papier propre de Léo. Elle ne dit rien, ne cria pas. Elle encaissa, comme toujours. Une longue inspiration emplit sa poitrine, lente et silencieuse. Puis, elle expira et reprit sa route. Ses chaussures couinaient à chaque pas. Ce que Solange n'avait pas remarqué, ce qu'elle n'aurait jamais pris la peine de chercher, c'était le SUV noir garé de l'autre côté de la rue, le moteur tournant au ralenti, la vitre teintée à moitié baissée. À l'intérieur, Mathieu Girard était assis, immobile. Il était là depuis l'aube, de retour d'une visite de chantier pour son nouveau projet d'hôtel-boutique. Il aimait les petites heures du matin,
Elle lui rappelait l'époque où il livrait les journaux à vélo à 5 heures, l'époque où les gens le regardaient dans les yeux et voyaient un gamin ambitieux, pas un homme d'affaires. Il avait tout vu. Le geste sec du poignet de Solange, la froideur de sa voix, la façon dont Léa avait accusé le coup, ravalé l'humiliation et continué son chemin, la dignité intacte. Cela avait touché un point sensible qu'il s'efforçait de protéger, depuis sa mère. Sa mâchoire se serra. Il tapa une fois du pouce sur le volant, puis attrapa son téléphone. « Trouvez-moi qui elle est », dit-il d'une voix neutre mais dont l'autorité était sans appel. La jeune femme à l'uniforme trempé. « Je veux tout savoir ». Il n'ajouta pas pourquoi, ce n'était pas nécessaire. Il suivit du regard la silhouette de Léa qui s'éloignait, trempée et silencieuse, mais qui continuait d'avancer. À cet instant, le jet d'eau avait arrosé bien plus que des rosiers. Une graine venait d'être plantée, et Mathieu n'était pas du genre à la laisser dépérir. Pas cette fois, pas elle. Quand Léa arriva à l'entrée du personnel du Grand Céleste, ses vêtements commençaient à sécher dans l'air humide, mais le froid s'était infiltré jusqu'à ses os. Elle pointa avec 4 minutes de retard. 4 petites minutes, mais dans un endroit comme celui-ci, c'était un échec. Le chef du personnel, M. Durand, leva les yeux de son dossier et plissa le nez en la voyant. « Vous êtes en retard, mademoiselle Dubois », lança-t-il sans la regarder. « Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ce n'est pas ainsi que nous nous présentons. J'ai été... » commença-t-elle, la voix rauque. « Pas d'excuses, la coupa-t-il. Allez vous changer immédiatement. Nous avons des clients VIP qui arrivent. Pas de place pour les distractions. » Elle hocha la tête, non par accord, mais parce que c'était la seule réponse autorisée. Personne ne demanda ce qui s'était passé. Le monde ne s'arrêtait pas pour une femme de chambre trempée. Il ne sciait même pas. Dans le vestiaire, sous la lumière bourdonnante des néons, Léa enfila un uniforme de rechange, plus vieux, plus fin. Elle essora ses tresses au-dessus du lavabo et se regarda dans le miroir. Le reflet lui renvoya un visage calme et résolu. Pas de larmes, juste le mouvement, la nécessité de tenir la journée. À midi, elle put enfin s'asseoir derrière les cuisines, sur une vieille caisse. Elle ouvrit un morceau de pain sec et but l'eau de sa gourde. 3 étages plus haut, dans une suite de bureaux, Mathieu Girard était assis derrière une baie vitrée. Sa tablette affichait une vidéo sans son de la caméra du couloir de service. Il avait prévu de jeter un simple coup d'œil, mais en la voyant assise là, seule, mangeant sans une plainte, il ne put détacher son regard. Il y avait dans sa posture un mélange d'épuisement et de dignité. Elle lui rappelait sa mère, rentrant au crépuscule, l'odeur d'eau de javel et de courage mêlée à ses vêtements, posant toujours une assiette devant lui avant de s'asseoir. Ce qui lui serrait la poitrine n'était pas de la pitié, c'était une forme de reconnaissance. Le lendemain matin, avant l'aube, Léa ouvrit son casier. Quelque chose tomba doucement à ses pieds, un petit sac en papier. À l'intérieur, un sandwich chaud pour le petit déjeuner, une paire de gants de travail neufs et une carte manuscrite. Pour celle qui garde sa dignité dans un monde qui en a si peu. Son souffle se coupa, anonyme mais intentionné. Pour la première fois depuis des semaines, son cœur s'allégea un peu. 3 étages plus haut, Mathieu referma sa tablette. Les petits pas, pensa-t-il. On commence toujours par de petits pas. L'annonce fut brève, Léa Dubois. Vous êtes réaffectée à l'étage VIP à compter de demain. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que des applaudissements. Dans les yeux de ses collègues, elle vit le doute. Monique Vasseur, 17 ans de service, la dévisagea d'un œil perçant. Plus tard, dans la salle de pause, les chuchotements fusèrent. Elle a dû coucher avec un des patrons, là-haut. Léa fit semblant de ne rien entendre. L'étage VIP était un autre monde. L'air y était plus doux,
les tapis plus épais. Léa se déplaçait comme une ombre, efficace et concentrée. En fin d'après-midi, un homme en tenue élégante mais décontractée l'aborda. « Excusez-moi, je crois que je suis perdu. Pourriez-vous m'indiquer la terrasse jardin ?» Sa voix était chaude, posée. C'était Mathieu. « Bien sûr, monsieur, » dit-elle en lui montrant le chemin. « Vous aimez travailler ici ?» demanda-t-il doucement. « C'est un travail, » répondit-elle honnêtement. « Il paye le loyer et nourrit mon frère. J'en suis reconnaissante. » Il hocha la tête. « Vous faites plus que nettoyer des sols. Vous vous tenez comme quelqu'un qui refuse de se laisser définir par le monde. » Ces mots, dénués de toute flatterie, la touchèrent profondément. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle, déconcertée. Il lui offrit un léger sourire et disparut. Le lendemain, un client VIP glissa et chuta lourdement. Une trace de produit chimique fut découverte sur le marbre. Qui a fait le ménage ici ce matin? La question tomba comme un couperet. Tous les regards se tournèrent vers Léa. « J'ai utilisé le produit standard, » dit-elle calmement. « C'est étrange, » intervint Monique, la voix mielleuse. « Cette bouteille n'était pas sur mon chariot hier. Il faut la suspendre le temps de l'enquête, » ordonna le superviseur. Mais avant qu'on puisse l'escorter, une voix s'éleva du couloir, calme comme le tonnerre avant l'orage. « Ce ne sera pas nécessaire. » Mathieu Girard était là, en costume cette fois, son identité révélée. J'ai demandé à la sécurité d'extraire les enregistrements des 12 dernières heures. Cet après-midi-là, la vidéo fut visionnée en salle privée. On y voyait clairement Monique échanger les flacons dans le local à matériel. Elle fut suspendue sur le champ. Léa fut innocentée. Elle remercia sobrement, remit ses gants et retourna polir les cuivres de l'ascenseur. Mathieu l'observa de loin. Sa dignité, passée au feu, ne s'était pas consumée. Elle brillait. Il la convoqua au salon Le Ciel Panoramique, le sanctuaire des VIP. Il se tenait là, sans déguisement. « Je pense qu'il est temps que je me présente, » dit-il. « Je m'appelle Mathieu Girard. Je suis l'investisseur principal et le partenaire opérationnel du Grand Céleste. » Le souffle de Léa se coupa. « Vous êtes le propriétaire. » Il poussa une enveloppe sur la table. « Ceci est une bourse d'études complète en management hôtelier. Nous prenons en charge tous les frais. Vos matinées appartiendront désormais à l'avenir que vous méritez. »« Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi moi ?»« Parce que vous n'avez jamais rien demandé, » dit-il, la voix plus grave. « Et parce que vous incarnez le leadership sur lequel cette industrie est bâtie, servir sans servilité, être fort sans être bruyant. Mais en dehors de cette bulle de grâce, une photo d'eux deux, souriant, fit surface en ligne. Pour Solange de Villiers, ce fut une trahison. L'homme qu'elle convoitait semblait envoûté par celle qu'elle avait arrosée comme un déchet. En moins de 48 heures, un article anonyme intitulé « De la serpillière à la séductrice » fut publié, accusant Léa d'avoir séduit son patron pour gravir les échelons. La réaction fut violente, les regards froids, les murmures, même le bureau des bourses l'appela. Léa cessa d'aller en cours. Le miracle s'était transformé en piège. Mathieu l'apprit dans la journée. Il n'hésita pas. Il convoqua une conférence de presse. Le lendemain, sous la verrière du grand atrium, il fit face aux caméras. Les rumeurs concernant mademoiselle Léa Dubois sont non seulement fausses, mais cruelles. Elle n'a séduit personne. Elle a gagné sa place à chaque heure de travail silencieux, avec une dignité et une discipline que la plupart d'entre nous ne manifestent que lorsque quelqu'un regarde. Il marqua une pause. Il n'est pas nécessaire de venir d'un milieu privilégié pour avoir de la valeur, ni de faire du bruit pour mériter d'être entendu. L'opinion publique bascula en quelques heures.
Le nom de Solange finit par fuiter comme étant à l'origine de la calomnie. Son père, furieux, lui coupa les vivres et publia un communiqué condamnant les actes de sa fille. Le silence qui l'entoura fut désormais sa punition. Léa retourna en classe le lendemain. Mais cette fois, quand elle marchait dans les couloirs, les gens ne la regardaient plus de haut. Ils la regardaient tout simplement. Le gala du 25e anniversaire du Grand Céleste battait son plein. Léa se tenait à l'entrée. Sa robe était simple, d'un bleu nuit profond, pas de marque, pas de diamant. Elle portait la grâce comme une seconde peau. Quand son nom fut appelé pour le prix d'excellence, les applaudissements furent respectueux. Sur scène, elle prit le micro. Quand je suis entrée pour la première fois dans cet hôtel, je ne m'attendais pas à être remarquée. Ma mère, femme de ménage elle aussi, disait « Même la boue peut faire éclore une fleur si elle reçoit la bonne lumière. » Elle m'a appris que la dignité ne vient pas des titres, mais de la façon dont on se tient debout quand le monde veut nous voir à genoux. Son regard s'adoucit. À ceux qui ont tenté de couper mes racines avant même que j'aie pu pousser, je dis merci pour la terre. Sans le savoir, vous m'avez aidé à grandir. Une ovation salua son discours. Tard dans la nuit, elle quitta les lumières et retourna à Bellevue Gardens. Elle s'arrêta devant la maison des De Villiers. La haie était envahissante, la pelouse inégale. Le jardin, jadis la fierté de Solange, était maintenant sec et plein de mauvaises herbes. Mais une rangée de fleurs tenaces avait survécu près du trottoir, poussiéreuse et assoiffée. Lentement, Léa se pencha, sortit une petite bouteille d'eau de sa pochette et commença à arroser délicatement leur base. Des pas s'approchèrent derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner. C'était Mathieu. Ce jour-là, elle pensait me remettre à ma place, dit doucement Léa. Elle voulait s'assurer que je connaisse ma condition. Mathieu ne dit rien, il écoutait. Elle ne savait pas qu'elle était en train de semer quelque chose, continua Léa en se relevant. Quand elle m'a arrosé, elle pensait noyer un problème. En réalité, elle arrosait une graine. Il sourit, un sourire lent et certain. Et regardez-la maintenant. Ils restèrent là, côte à côte, dans l'air frais et le silence des feuilles. Léa se tourna vers lui, sa voix à peine un murmure, mais aussi claire que l'aube. Elle m'a arrosé pour se moquer, mais c'est moi qui ai décidé de ce qui allait pousser. Et elle sourit. Un sourire non de vengeance, ni de fierté, mais de paix. Likez et abonnez-vous pour partager des histoires inspirantes et activez la cloche des notifications pour commencer votre journée avec des leçons profondes et pleines d'empathie.